On ne les trouva pas tous. Non, on ne les trouva pas tous. Et de temps en temps fleurissaient des hypothèses extravagantes. Paru à la une du Daily News le 21 juin 1958. Nouvelle disparition d'enfants, la peur revient. On signale la disparition d'un garçon de 10 ans, Édouard Corcoran, qui n'est pas rentré hier soir à son domicile familial, au 73 Charter Street à Derry. Cette disparition a fait ressurgir des craintes sur le retour du meurtrier d'enfants de Derry. Mrs. McLean, la mère de l'enfant, a signalé qu'en fait elle n'avait plus vu son fils depuis le 19, journée qui marquait le début des vacances d'été. Interrogé pour savoir pour quelle raison il avait attendu 24 heures pour alerter la police, M. McLean, le beau-père de l'enfant, a refusé de répondre. Richard Burton, le chef de la police, n'a pour sa part fait aucun commentaire. De sources bien informées, nous pouvons cependant dire que les relations du jeune Corcoran avec son beau-père n'étaient pas très bonnes et qu'il lui était déjà arrivé de passer la nuit hors de la maison familiale. D'après la même source, les mauvaises notes de fin d'année obtenues par l'enfant auraient pu jouer un rôle dans cette nouvelle fugue. Harold Metcalf, directeur de l'école de Derry, a refusé de donner des précisions sur les résultats scolaires du garçon, en faisant remarquer que cela ne regardait que lui et sa famille. J'espère que la disparition de cet enfant ne provoquera pas de panique inutile, a déclaré le chef Burton. On peut comprendre le malaise qui saisit notre communauté, mais je voudrais faire remarquer que nous enregistrons entre 30 et 50 affaires de disparition de mineurs par an. On retrouve la plupart des fugueurs en bonne santé au cours de la semaine qui suit leur disparition, et j'espère que ce sera le cas avec Édouard Corcoran, si Dieu le veut. Le chef Burton a rappelé ensuite sa conviction que les meurtres de George Denbrough, Betty Ripsom, Jerry LaMonica, Matthew Clement et Veronica Grogan n'étaient pas le fait d'une même personne. Ces crimes sont tous très différents, a-t-il déclaré, non sans ajouter que la police suivait actuellement plusieurs pistes. Interrogé hier soir par téléphone sur la valeur de ces pistes et l'éventualité d'une arrestation prochaine, le chef Burton s'est refusé à tout commentaire. À la une du Daily News le 22 juin 1958. Le tribunal ordonne une exhumation surprise. Par un rebondissement bizarre de l'affaire d'Édouard Corcoran, la Cour a ordonné l'exhumation du jeune frère d'Édouard, Dorsey, mort en 1957 de cause alors reconnue accidentelle. Le garçonnet avait été admis à l'hôpital de Derry, souffrant de fractures multiples, dont un traumatisme crânien. Il y avait été amené par son beau-père, qui avait déclaré que l'enfant était tombé d'une échelle en jouant dans le garage. Dorsey mourut sans reprendre connaissance. Questionné pour savoir si monsieur ou madame Marklin pouvaient avoir une responsabilité dans la mort du cadet, ou la disparition de l'aîné signalée hier dans nos colonnes, le chef Burton s'est refusé à tout commentaire. Au cours du mois de juin, le Daily News rapporta régulièrement l'évolution de cette affaire. Tout d'abord l'arrestation de McLean, accusé du meurtre de son beau-fils, Dorsey Corcoran. Le rapport du médecin légiste montre que l'enfant a été affreusement battu, a déclaré le chef Burton, sans doute avec un marteau, mais en tout cas, et c'est l'important, de manière répétée et avec un objet dur. Les blessures, et notamment celles du crâne, ne correspondent pas avec celles que l'on pourrait s'infliger en tombant d'une échelle. Les médecins qui ont signé le permis d'inhumer auront à répondre à des questions sérieuses dans cette affaire d'enfant battu. Madame Henrietta Dumont, l'institutrice du jeune Édouard Corcoran, disparu maintenant depuis une semaine, a déclaré que l'enfant venait souvent à l'école, couvert de bleu et d'échymose. 3 semaines avant sa disparition, il est arrivé avec les yeux presque complètement fermés. Quand je lui ai demandé ce qui s'était passé, il m'a répondu que son père lui en avait flanqué une, parce qu'il ne voulait pas manger sa soupe. Interrogé sur la mort de Matthew Clement et de Veronica Grogan, McLean a opposé des alibis irréfutables, et après avoir été accusé du seul meurtre de Dorsey Corcoran, il a fini par s'effondrer le jour de son procès. Il a reconnu avoir battu le garçonnet de 4 ans avec un marteau, qu'il a ensuite enterré au fond du jardin avant de conduire l'enfant à l'hôpital. Un terrible silence s'est abattu sur la cour, tandis qu'en sanglotant, McLean dévidait son histoire après avoir prétendu n'avoir battu ses beaux-fils qu'occasionnellement, pour leur propre bien. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je l'ai vu monter une fois de plus sur cette foutue échelle, alors j'ai pris le marteau qui traînait sur l'établi et j'ai commencé à le frapper avec. Mais je n'avais pas l'intention de le tuer, je le jure devant Dieu. Vous a-t-il dit quelque chose avant de perdre connaissance ? C'était une question de l'avocat général. Il m'a dit « Arrête, papa, je te demande pardon, je t'aime », a répondu McLean. La crise de larmes de l'accusé prit ensuite de telles proportions que le président du tribunal dut prononcer une suspension de séance. Où se trouve Édouard Corcoran, titrait le Daily News du 18 septembre 1958. D'après le journal, McLean clamait son innocence dans cette affaire de disparition.
Mais sa femme, qui venait d'entamer une procédure de divorce, prétendait qu'il mentait. Ce que ne croyait pas, en revanche, le père d'Ashley O'Brien, aumônier catholique de la prison de Shawshank. Il sait ce qu'il a fait au plus jeune, a déclaré le père O'Brien, mais s'il a fait quelque chose à l'aîné, il n'en a aucun souvenir. Dans le cas d'Edward, il est persuadé de n'avoir aucun sang sur les mains. Et le journal ajoutait « La question continue cependant de troubler la population de Derry. McLean est toutefois innocent des autres meurtres d'enfants qui se sont produits ici. Ses alibis sont en béton dans le cas des 3 premiers, et il était en prison pour les 7 autres, qui ont eu lieu entre fin juin et début septembre. Ces 10 meurtres restent donc autant d'énigmes. » Dans une interview exclusive au Derry News, McLean, la semaine dernière, a de nouveau réaffirmé son innocence. « Je les battais tous les deux, nous a-t-il confié au cours d'un monologue douloureux entrecoupé de sanglots. Je les aimais, mais je les battais. Je ne sais pas pourquoi. J'aurais pu tout aussi bien tuer Edward, mais je jure devant tous les saints et Jésus lui-même qu'il n'en est rien. Je crois qu'il s'est enfui, et si tel est le cas, je dois en remercier Dieu. » À la question de savoir s'il n'est pas sujet à des trous de mémoire, il a répondu « Jamais, autant que je sache. Je n'ignore pas ce que j'ai fait. J'ai voué ma vie au Christ, et je vais passer le reste de ma vie à essayer de me racheter. » En 1960, on retrouva un corps extrêmement décomposé que l'on crut être un moment celui d'Edward Corcoran en juillet 1967. Et en juillet 1967, McLean se donna la mort dans la prison de Falmouth. Il avait laissé un message qui laissait supposer un état de grande confusion mentale, d'après le chef de la police de Falmouth, mais ce dernier refusa d'en dire davantage. De sources bien informées, précisa le Derry News du 19 juillet 1967 dans un article en page 3, nous pouvons révéler que ce passage très bref ne comportait que 2 phrases. « J'ai vu Eddie la nuit dernière. Il était mort. » Cet Eddie pouvait très bien être le beau-fils de McLean, dont la disparition en 1958 n'a jamais été élucidée, et qui est à l'origine de la condamnation de McLean pour le meurtre de son autre beau-fils, Dorsey Corcoran. En 1966, la mère d'Eddie Corcoran a demandé que son fils soit reconnu comme légalement mort, afin de pouvoir entrer en possession de son livret de caisse d'épargne. Il y avait $16 sur ce livret. D'ailleurs, Eddie Corcoran était bien mort. Mort dans la soirée du 19 juin 1958, et son beau-père n'avait rien à voir là-dedans. Il mourut pendant que Ben Hanscom regardait la télé chez lui avec sa mère, tandis que celle d'Eddie Casbrack appliquait sa joue sur le front de son fils avec anxiété, à la recherche de sa maladie favorite, la fièvre fantôme. Pendant que le beau-père de Beverly Marsh, un personnage qui par son tempérament au moins présentait de nombreux traits communs avec celui d'Eddie et Dorsey Corcoran, il l'incitait donc avec un vigoureux coup de pied au derrière à sortir de son chemin et aller faire cette putain de vaisselle. Pendant que Mike Hanlon se faisait injurier par des grands du lycée, dont l'un d'eux serait un jour le père d'un remarquable échantillon d'humanité, John Weby Garton, le casseur d'homosexuels, qui passait dans une vieille Dodge sur la route de Witcham, tandis qu'il désherbait le jardin de la petite maison familiale, pas très loin de la ferme du père, cinglé, de Henry Bowers. Pendant que Richie Tosier jetait un coup d'œil aux filles en tenue légère dans un exemplaire de la revue J'aime, trouvé dans le tiroir aux sous-vêtements de son père, ce qui le faisait copieusement bander. Pendant, enfin, que Bill Denbrough lançait, horrifié et incrédule, l'album de photos de son frère mort à travers la chambre. Bien qu'aucun ne se souvint par la suite l'avoir fait, tous levèrent la tête à l'instant précis où mourut Eddie Corcoran, comme s'ils venaient d'entendre un cri lointain. Le Derry News avait au moins raison sur un point. Le carnet de notes d'Eddie était assez mauvais pour qu'il puisse redouter de rentrer chez lui et d'affronter son beau-père. En plus, les disputes entre ses parents s'étaient multipliées au cours du mois, ce qui n'améliorait pas le climat familial. Quand la scène de ménage commençait à tourner au vinaigre, sa mère lançait à son beau-père des tombereaux d'accusations pour la plupart incohérentes. Lui répondait tout d'abord par des grognements, puis en hurlant à sa femme de la fermer, et finalement par les rugissements de rage d'un sanglier qui aurait piqué du museau dans un porc-épic. Cependant, Eddie ne l'avait jamais vu la frapper, et pensait qu'il n'oserait jamais. Il réservait ses coups de poing à Eddie et naguère à Dorsey. Et maintenant que Dorsey était mort, Eddie touchait la ration de son frère en sus de la sienne. Ces affrontements hurlés se produisaient par cycles, avec un emballement vers la fin du mois quand les factures dégringolaient. Il arrivait de temps en temps qu'un policier, appelé par les voisins, fasse une apparition pour leur dire de la mettre en veilleuse, ce qui en général suffisait à les calmer. Sa mère n'hésitait pas à provoquer le flic et à le mettre au défi de l'embarquer, mais en règle générale, son beau-père ne mouftait pas. À son avis, son beau-père avait peur des flics. Eddie adoptait un profil bas pendant ces périodes de tension. C'était plus sage, vous ne croyez pas? Regardez ce qui était arrivé à Dorsey.
Dorsey, de son point de vue, s'était trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Le garage, le dernier jour du mois. On expliqua à Eddie que Dorsey était tombé de l'échelle. Je lui ai bien dit 100 fois de ne pas grimper dessus, avait ajouté son beau-père. Mais sa mère ne le regardait plus qu'accidentellement, et quand leurs yeux se rencontraient, Eddie découvrait dans les siens une petite lueur coléreuse et effrayée qu'il n'aimait pas du tout. Quant au vieux, il restait assis en silence à la table de la cuisine, une bière à la main, sans rien regarder d'en dessous ses sourcils épais et tombants. Lorsque son beau-père gueulait, pas toujours, mais la plupart du temps, tout allait bien. C'est quand il arrêtait qu'il fallait faire attention. 2 soirs auparavant, il avait lancé une chaise à Eddie lorsque celui-ci s'était levé pour voir ce qu'il y avait à la télé sur les autres chaînes. Une chaise de cuisine en alu tubulaire qu'il avait soulevée au-dessus de la tête et envoyé valser. Il avait atteint Eddie aux fesses et l'avait fait tomber. Il avait toujours mal aux fesses, mais n'ignorait pas qu'il s'en était bien tiré. Il aurait pu être touché à la tête. Puis il y avait eu le soir où le vieux s'était levé, et sans raison avait frictionné le crâne d'Eddie avec une poignée de purée. Au mois de septembre précédent, Eddie avait eu la témérité de faire claquer la porte moustiquaire en alu en revenant de l'école, alors que son beau-père faisait un somme. Maclean était sorti de la chambre dans ses caleçons flottants, les cheveux en mèche tire-bouchonnée, avec une barbe de 3 jours et une haleine chargée de 2 jours de bière à la bouche. « Attends un peu, Eddie, que je t'en foute une pour avoir claqué la porte. » Dans le vocabulaire de Rich Maclean, en foutre une était un euphémisme pour foutre une terrible raclée. Ce qui fut le cas ce jour-là. Eddie s'était évanoui quand le vieux l'avait lancé dans l'entrée. Sa mère y avait installé une paire de patères basses, spécialement pour que Dorsey et lui puissent suspendre leurs vêtements. Leurs doigts d'acier rigide avaient labouré le bas du dos d'Eddie, et c'est à cet instant qu'il avait perdu connaissance. Quand il était revenu à lui, 10 minutes plus tard, il avait entendu sa mère hurler qu'elle allait le conduire à l'hôpital, et que ce n'était pas Rich Maclean qui pourrait l'arrêter. Après ce qui est arrivé à Dorsey, avait contre-attaqué son beau-père, tu tiens à finir en tôle, la môme. Elle ne dit plus un mot sur l'hôpital. Elle aida Eddie à regagner sa chambre et à se mettre au lit, où il resta tremblant de tout son corps, des gouttes de sueur perlant sur son front. Au cours des 3 jours suivants, il ne quitta la chambre que quand il se retrouvait seul à la maison. Il se traînait alors lentement jusqu'à la cuisine, avec des petits gémissements, pour prendre la bouteille de whisky de son beau-père sous l'évier. Quelques gorgées atténuaient la douleur. Au bout de 5 jours, il n'avait presque plus mal, mais il pissa du sang pendant près de 2 semaines. Quant au marteau, il avait disparu du garage. Qu'en dites-vous? Qu'en dites-vous, amis et voisins? Certes, le marteau de charpentier, le marteau ordinaire, se trouvait toujours là. Seul le Scotty sans recul manquait. Le marteau spécial de son beau-père, celui qu'il interdisait aux enfants de toucher. Si je vous prends à jouer avec, leur avait-il dit le jour où il l'avait acheté, vous allez vous retrouver avec les tripes en pendant d'oreilles. Dorsey avait timidement demandé s'il coûtait cher. Le vieux avait répondu que oui, qu'il était rempli de billes d'acier et qu'il était impossible de le faire rebondir, même en tapant très fort. C'était ce marteau qui avait disparu. Les notes d'Eddie étaient mauvaises parce qu'il avait beaucoup manqué l'école depuis le remariage de sa mère, mais il était loin d'être stupide. Il pensait savoir ce qu'était devenu le Scotty sans recul. Il soupçonnait son beau-père d'avoir frappé Dorsey avec, puis de l'avoir enterré dans le jardin ou jeté dans le canal. Le genre de choses qui se produisaient souvent dans les BD d'horreur qu'il lisait, celles qu'il gardait sur l'étagère du haut de sa penderie. Il se rapprocha du canal qui ondulait entre les parois de béton. Un reflet de lune en forme de boomerang scintillait à la surface noire des eaux. Il s'assit et se mit à battre le ciment du talon de ses tennis sur un rythme irrégulier. Le temps avait été très sec au cours des 6 dernières semaines, et l'eau coulait à quelques 3 mètres en dessous de ses semelles usées. Mais en y regardant de plus près, on apercevait sur les parois du canal les traces laissées par les différents niveaux atteints auxquels il remontait parfois très facilement. Le béton était d'un brun très sombre juste au-dessus du niveau actuel, puis s'éclaircissait en jaune et enfin en une couleur proche du blanc à la hauteur des talons d'Eddie. L'eau s'écoulait silencieusement et sans heurts d'une arche de béton pavé à l'intérieur, passait devant Eddie et s'enfonçait sous la passerelle pour piétons en bois couverte qui reliait Basset Park et le lycée de Derry. Les parapets, le plancher et même les poutres sous le toit étaient couverts d'initiales, de numéros de téléphone et de déclarations. Déclarations d'amour, mais aussi que un tel ou un tel aimait sucer ou tailler une pipe. Déclarations que ces derniers se feraient peler l'oignon ou bourrer le trou-fignon avec du goudron chaud. Sans compter des déclarations excentriques qui défiaient l'explication. L'une de celles qui avait le plus intrigué Eddie au cours de ce printemps disait « Sauver les juifs russes » et « Collectionner les trouvailles de valeur ». Qu'est-ce que cela signifiait au juste? Mais quelle importance? Ce soir-là,
Eddie ne se rendit pas sur le pont des baisers, rien ne l'invitait à passer du côté du lycée. Il envisageait de dormir dans le parc, peut-être parmi les feuilles mortes qui s'accumulaient sous le kiosque à musique. Mais pour l'instant, il se trouvait bien là où il était. Il aimait le parc, et y venait souvent pour y réfléchir. Il tombait parfois sur des couples qui faisaient l'amour dans les bosquets disséminés çà et là, mais Eddie les laissait tranquilles et ils en faisaient autant. Il avait entendu raconter des histoires gratinées dans la cour de récré sur les PD qui patrouillaient dans Basset Park après la tombée de la nuit, et s'il ne remettait pas ces histoires en question, il n'avait jamais été importuné lui-même. Le parc était un endroit paisible, et le coin où il s'était assis était de loin son préféré. Il aimait le canal en toute saison, mais était fasciné par sa puissance terrible, irrésistible, dans les semaines qui suivaient la fonte des neiges. Par la façon dont l'eau surgissait en bouillonnant de l'arche et passait à ses pieds en grondant, blanche d'écume et transportant branches et brindilles, et toutes sortes de débris d'origine humaine. Il s'était imaginé plus d'une fois marchant au bord du canal en mars avec son beau-père et lui donnant une grande putain de bourrade. Il tomberait en hurlant, avec des moulinets désordonnés des bras, tandis qu'Eddie, debout sur le parapet, regarderait le courant l'emporter, sa tête réduite à une forme noire bouchonnante au milieu des tourbillons d'écume. Et les mains en porte-voix, il lui crierait « C'est pour Dorsey, espèce de vieil enculé. Quand tu arriveras en enfer, dis au diable que la chose que je te souhaite, c'est de tomber sur un type de ton gabarit. » Mais jamais il ne le ferait, bien entendu. C'était un fantasme immensément satisfaisant. Le rêve idéal au bord de ce canal. Une main se referma sur la cheville d'Eddie. Il regarda au loin vers le lycée, un sourire rêveur et charmant aux lèvres, tandis qu'il imaginait son beau-père emporté par le violent mascaret des eaux de printemps, sortant enfin de son existence. La prise, douce mais ferme, le surprit tellement qu'il faillit perdre l'équilibre et tomber dans le canal. C'est l'un de ces PD dont les grands parlent tout le temps, se disait-il le temps de baisser les yeux. Il resta à bouche bée. Un jet d'urine chaude se mit à couler le long de sa jambe, faisant une tache sombre sur son jean. Ce n'était pas un PD. C'était Dorsey. Dorsey, tel qu'il avait été enterré, avec son blazer bleu et son pantalon gris. Sauf que le blazer n'était plus qu'un haillon boueux, sa chemise un chiffon jaune, et que le pantalon mouillé collait à ses jambes, réduites à 2 manches à balai. Quant à la tête de Dorsey, elle avait subi un horrible effondrement, comme si elle s'était enfoncée dans son dos avant d'être repoussée en avant. Dorsey souriait. « Eddie !» coassa son jeune frère, exactement comme le faisaient les morts qui sortaient de leur tombe dans les BD d'épouvante. Le sourire s'élargit sur des dents jaunes et brillantes, tandis qu'au fond de sa gorge, des choses semblaient grouiller. « Eddie ! Je suis venu te voir, Eddie !» Eddie voulut crier. Grisâtre, des ondes de choc roulèrent sur lui, et il eut la curieuse sensation d'être en train de flotter. Mais ce n'était pas un rêve, il ne dormait pas. La main qui tenait sa chaussure avait la blancheur d'un ventre de truite. D'une manière ou d'une autre, Dorsey devait s'agripper au béton par ses pieds nus. Il avait l'un des talons arrachés. « Viens en bas, Eddie !» Il n'arrivait toujours pas à crier. Il n'avait pas assez d'air dans ses poumons pour cela, et ne réussit qu'à lâcher un étrange piaulement flûté. Tout son plus fort était exclu. Dans 1 ou 2 secondes, sa tête allait éclater, et plus rien n'aurait d'importance. La main de Dorsey était petite, mais implacable. Les fesses d'Eddie commencèrent à glisser sur le rebord en ciment du canal. Toujours poussant le même piaulement flûté, il tendit une main derrière lui et réussit à saisir l'autre angle du rebord en ciment, puis à regagner du terrain. Il sentit la main qui le lâchait, entendit un sifflement de colère et eut le temps de penser « Ce n'est pas Dorsey. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas Dorsey. » L'adrénaline envahit alors son organisme. Il s'éloigna en rampant, voulant courir avant même de s'être relevé, respirant à petites bouffées sifflantes. 2 mains blanches vinrent se poser sur le rebord en béton avec un claquement mouillé. De la peau blême s'élançaient des gouttes d'eau dans le clair de lune. Le visage de Dorsey apparut au-dessus du rebord. Une étincelle rougeoyante luisait au fond de ses orbites enfoncées. Ses cheveux mouillés collaient à son crâne. Des traces de boue striaient son visage comme des peintures de guerre. La poitrine d'Eddie se débloqua enfin. Il engloutit une bouffée d'air qu'il rejeta en un hurlement, bondit sur ses pieds et courut. Il regarda par-dessus son épaule, éprouvant le besoin de savoir ce que faisait Dorsey, avec pour résultat de foncer en plein dans un gros orme. Ce fut comme si quelqu'un, son vieux par exemple, avait fait sauter un pain de dynamite dans son épaule gauche. Des étoiles jaillirent et tourbillonnèrent sous son crâne. Il tomba au pied de l'arbre, assommé, tandis que du sang coulait de sa tempe gauche. Il fit le ludion dans les eaux de la semi-inconscience pendant peut-être 90 secondes. Puis il réussit à se remettre de nouveau sur pied. Un grognement lui échappa quand il voulut lever le bras gauche. Il n'y avait pas moyen. Il était complètement engourdi, comme très loin de lui.
Il leva donc le droit et se frotta la tête, qui lui faisait un mal atroce. Puis il se rappela pour quelle raison il s'était jeté sur l'orme et regarda autour de lui. Il vit le rebord du canal, d'une blancheur d'os, et aussi rectiligne qu'une corde sous le clair de lune. Pas la moindre trace de la chose qui en était sortie, s'il y avait jamais eu une telle chose. Il continua de tourner pour décrire un cercle complet. Basset Park était aussi silencieux et immobile qu'une photo en noir et blanc. Les branches des saules pleureurs traînaient jusqu'au sol, et n'importe quoi d'accroupi et de fou pouvait se dissimuler dans leurs ténèbres. Eddie commença à marcher, essayant de surveiller toutes les directions à la fois. Son épaule luxée lui élançait en un synchronisme douloureux avec ses battements de cœur. « Eddie !» J'ai mis un souffle de brise dans les arbres. « Tu ne veux pas me voir, Eddie ?» Il sentit des doigts flasques de cadavre le caresser au cou. Il s'en mêla les pieds, tomba, et s'aperçut que ce n'était qu'un rameau de saule agité par le vent. Il se releva, il voulut se remettre à courir, mais quand il essaya, une autre charge de dynamite éclata dans son épaule, et il y renonça. Il se rendait compte qu'il aurait dû surmonter sa peur maintenant, et se traitait de morveux stupide terrifié par un reflet de lune, à moins qu'il ne se fût endormi sans s'en rendre compte sur un cauchemar. Mais en réalité, c'était exactement le contraire qui se produisait. Son cœur battait tellement vite qu'il n'en distinguait même plus les coups, et il avait la certitude qu'il allait exploser de terreur. Il ne pouvait pas courir, mais une fois dépassé les saules, il se mit à trottiner en claudiquant. Il ne quittait pas des yeux les lumières de la rue qui signalaient l'entrée principale du parc. Il s'y dirigeait tout droit et réussit à gagner un peu de vitesse en se disant « Je vais arriver aux lumières et tout ira bien. Je vais arriver aux lumières et tout ira bien. Les lumières brillantes, plus de choses effrayantes, lumières brillantes. » Mais quelque chose le suivait. Eddie l'entendait qui forçait brutalement son chemin au milieu des saules. S'il se tournait, il allait le voir. Il gagnait du terrain. Il entendait ses pas, une sorte de bruit de frottement et d'écrasement, mais il se refusait à regarder en arrière. Il ne voulait regarder que les lumières. Les lumières, c'était bien. Il n'avait qu'à continuer jusqu'aux lumières. Il s'y trouvait presque déjà, presque... Et c'est l'odeur qui le fit se retourner. Une odeur qui le submergeait comme si l'on avait laissé se putréfier à la chaleur de l'été à un énorme tas de poissons. C'était la puanteur d'un océan mort. Ce n'était plus d'Orsay à ses trousses maintenant, mais la créature du lagon noir. La chose avait un groin allongé et plissé. Un liquide verdâtre s'écoulait d'entailles noires qui dessinaient des sortes de bouches verticales dans ses joues. Elle avait des yeux blancs gélifiés et des mains palmées dont les doigts se terminaient par des griffes comme des rasoirs. Elle produisait un bruit de respiration pétillant de bulles. Quand elle vit qu'Eddie la regardait, ses lèvres d'un vert noirâtre se retroussèrent sur d'énormes crocs en un sourire mort et vide. Elle se dandinait derrière lui, dégoulinante, et brutalement Eddie comprit. Son intention était de le ramener dans le canal, de l'emporter dans les ténèbres humides du passage souterrain du canal, et là, de le manger. Eddie accéléra. Au-dessus du portail, la lampe au sodium se rapprocha. Il voyait son halo de moucherons et de papillons. Un camion passa, prenant la direction de la route numéro 2. Le chauffeur montait ses vitesses, et terrifié et désespéré, Eddie pensa qu'il était peut-être en train d'écouter Buddy Holly à la radio, une tasse de café en carton à portée de la main, parfaitement inconscient de la présence à moins de 200 mètres de lui d'un garçon qui serait peut-être mort dans moins d'une minute. La puanteur, son épouvantable et suffocante puanteur, qui se faisait plus forte tout autour de lui. C'est un banc du parc qui le fit trébucher. Des enfants l'avaient renversé par inadvertance un peu plus tôt dans la soirée, dans leur précipitation pour rentrer chez eux avant l'heure du couvre-feu. Le siège ne dépassait de l'herbe que de quelques centimètres. Vert sur fond vert, pratiquement invisible dans la faible lumière de la lune. Il heurta le rebord de ses deux tibias et fut parcouru d'une onde de douleur lisse et exquise, et il s'effondra dans l'herbe. Il regarda derrière lui et vit la créature s'incliner, ses yeux comme des œufs pochés luisants, ses écailles laissant couler une bave couleur d'algue, ses ouïes s'ouvrant et se refermant au rythme du gonflement de son cou et de ses joues. « Ah !» croassa Eddie. Le seul son, aurait-on dit, qu'il était capable d'émettre. « Ah 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 !» Il se mit à ramper, les doigts profondément enfoncés dans la terre, la langue pendante. Dans la seconde qui précéda l'instant où les mains cornées de la créature empestant le poisson se refermèrent sur sa gorge, il lui vint une pensée réconfortante. Ce n'est qu'un rêve. La créature n'existe pas. Le lagon noir n'existe pas non plus. C'est une invention du cinéma. Et puis même, c'est en Amérique du Sud ou en Floride, un coin comme ça. Ce n'est qu'un rêve et je vais me réveiller dans mon lit ou peut-être au milieu des feuilles sous le kiosque et je... Les mains de Batracien encerclèrent le cou d'Eddie,
dont les cris rauques furent étouffés. Tandis que la créature le retournait, les crochets chitineux qui terminaient ses doigts laissèrent des sillons sanglants à son cou. L'enfant plongea son regard dans ses yeux blancs et luisants. Il sentit la peau qui reliait les phalanges se resserrer sur sa gorge comme un goémon constricteur vivant. Rendu perçant par la terreur, son œil fut frappé par l'espèce d'aileron évoquant une crête de coq, terminée par des pointes venimeuses, qui se dressaient sur la tête bosselée à l'ossature épaisse. Tandis que les mains palmées le comprimaient, lui coupant l'air, il eut le temps de remarquer la nuance grisâtre et fumeuse que prenait la lumière de la lampe au sodium à travers cette crête sagittale membraneuse. « Tu n'es pas réel !» souffla Eddie en s'étouffant. Mais les nuages crépusculaires se refermaient sur lui maintenant, et il se rendit vaguement compte que la créature était bel et bien réelle. Après tout, elle était en train de le tuer. Et cependant, il lui resta jusqu'à la fin un fond de rationalité, tandis que la créature enfonçait ses griffes dans la chair tendre de son cou et que sa carotide laissait jaillir, sans douleur, un jet chaud qui alla arroser les plaques écailleuses. Les mains d'Eddie continuèrent de chercher à tâtons, dans le dos du monstre, la fermeture à glissière. Elles ne retombèrent que lorsque la créature arracha la tête au tronc avec un grognement de satisfaction. Et tandis que s'estompait l'image qu'Eddie avait enregistrée de ça commença à se changer rapidement en quelque chose d'autre. Incapable de dormir, assailli de mauvais rêves, un garçon du nom de Michael Hanlon se réveilla peu de temps après les premières lueurs de l'aube. Lumière encore pâle, brouillée par une brume épaisse et basse qui se lèverait vers 8 heures, comme le simple emballage d'une parfaite journée de vacances, la première complète. Mais pour l'instant, le monde était tout gris et rose, et aussi silencieux qu'un chat qui marche sur un tapis. Habillé d'un pantalon de velours côtelé, d'un t-shirt et de baskets montantes noires, Mike descendit au rez-de-chaussée, avala un bol de céréales Wheaties. Il ne les aimait pas beaucoup, mais avait eu envie du cadeau dans la boîte, l'anneau décodeur magique du capitaine Midnight. Puis il sauta sur sa bicyclette et se mit à pédaler vers la ville, roulant sur les trottoirs à cause du brouillard. Ce brouillard changeait tout. Les objets les plus ordinaires, comme les bouches d'incendie et les panneaux de signalisation, prenaient une allure mystérieuse, étrange et un peu sinistre. On entendait les automobiles sans les voir, et du fait des qualités acoustiques particulières du brouillard, il était impossible de dire si elles étaient lointaines ou proches, jusqu'au moment où on les voyait en émerger, précédés du halo d'humidité fantomatique qui entourait les phares. Il tourna à droite sur Jackson Street, évitant le centre-ville, et gagna Main Street par Palmer Lane, passant dans cette courte rue devant le domicile qu'il occuperait plus tard, une fois adulte, sans le regarder. C'était un bâtiment simple à un étage, avec un garage et une pelouse minuscule. Après avoir pris à droite sur Main Street, il monta jusqu'à Bassey Park pour le simple plaisir de rouler et de profiter du calme du petit matin. Une fois franchi l'entrée principale du parc, il laissa la bicyclette sur sa béquille et continua à pied jusqu'au canal. Il ne se sentait encore poussé que par son simple caprice. Il ne se doutait nullement que l'itinéraire qu'il suivait avait quelque chose à voir avec les cauchemars de la nuit. Il ne se souvenait d'ailleurs plus que très vaguement de ce qu'il avait rêvé, sinon que ces cauchemars s'étaient succédés jusqu'à ce qu'il se réveille en sueur et trempé, à 5 heures du matin, avec l'idée de prendre un petit déjeuner rapide et d'aller faire un tour en ville à bicyclette. Il fut frappé dans le parc par une odeur qu'il n'aima pas dans ce brouillard, une odeur de marée ancienne et salée. Une odeur qu'il connaissait déjà, car il arrivait souvent que les brouillards matinaux à Derry soient chargés des effluves de l'océan, pourtant à 60 kilomètres de là. Mais ce matin-là, l'odeur avait quelque chose de plus épais, de plus présent, de dangereux presque. Quelque chose attira son regard. Il se baissa et ramassa un couteau de poche à 2 lames d'un modèle bon marché. Quelqu'un avait maladroitement gravé les initiales E.C. d'un côté. Mike le regarda pensivement pendant quelques instants et l'empocha. Qui trouve garde, qui perd, pleure. Il regarda autour de lui. Près de l'endroit où il venait de trouver le couteau, un banc avait été renversé. Il le redressa, prenant soin de remettre les pieds de fer dans les trous qu'ils avaient creusés avec les années. Au-delà du banc, il aperçut une zone d'herbe écrasée, et partant de là, 2 sillons parallèles. L'herbe se relevait peu à peu, mais les 2 traces étaient encore très nettes et se dirigeaient vers le canal. Et il y avait du sang. L'oiseau, tu te souviens de l'oiseau? Est-ce que tu te souviens? Mais il ne voulait pas se souvenir de l'oiseau, et il en repoussa donc la pensée. Une bagarre de chiens, c'est tout. L'un des 2 a dû sérieusement blesser l'autre. Hypothèse convaincante, qui n'arrivait cependant pas à le convaincre. La pensée de l'oiseau ne cessait de vouloir s'imposer. L'oiseau qu'il avait vu aux aciéries Kitchener, d'un genre qui ne figurait certainement pas dans le guide des oiseaux de Stanuris. « Arrête,
et ne reste pas ici. Mais au lieu de partir, il suivit les deux sillons, tout en imaginant une sombre histoire dans sa tête. Un meurtre. Un gosse dehors tard le soir, après le couvre-feu. Le tueur l'attrape. Mais comment se débarrasser du corps? En le traînant jusqu'au canal, pardi, et en le jetant dedans, comme dans Alfred Hitchcock présente. Les traces qu'il suivait auraient très bien pu être laissées par une paire de chaussures, de tennis par exemple. Mike frissonna et regarda autour de lui, incertain. Il y avait quelque chose d'un peu trop réaliste dans son histoire. En supposant que ce n'était pas un homme, mais un monstre qui l'avait fait. Un monstre comme ceux des BD ou des livres d'horreur, ou des films d'horreur, ou un mauvais rêve, ou un conte de fées, ou un truc comme ça. Il décida que l'histoire ne lui plaisait pas, qu'elle était stupide. Il essaya de la chasser de son esprit, mais elle s'accrochait. Et alors, qu'elle reste? Elle était bête. Comme était bête l'idée d'aller faire un tour à bicyclette en ville, ou celle de suivre ces deux sillons d'herbe écrasée. Son père allait avoir toutes sortes de corvées à lui faire aujourd'hui. Il valait mieux retourner à la maison et s'y attaquer, ou il se retrouverait en train de rentrer le foin dans la grange au plus chaud de l'après-midi. Ouais, il ferait mieux de repartir. C'est exactement ce qu'il allait faire. Mais au lieu de revenir à sa bicyclette, de rentrer à la maison et de se mettre au travail, il suivit les sillons dans l'herbe. Il y avait ici et là d'autres gouttes de sang en train de sécher, mais pas beaucoup cependant, pas autant qu'à l'endroit où l'herbe était restée écrasée près du banc renversé. Mike entendait maintenant la rumeur paisible du canal, puis il vit le rebord de béton se matérialiser dans le brouillard. Quelque chose d'autre dans l'herbe. Bonté divine, c'est mon jour pour les trouvailles, s'écria en lui son esprit avec une exultation douteuse. Une mouette cria alors au-dessus de lui, et Mike grimaça, évoquant de nouveau l'oiseau qu'il avait vu un certain jour de printemps. Quoi que ce soit dans l'herbe, je ne veux pas le savoir. Il était sincère, tout à fait sincère, et pourtant voici qu'il se baissait, les mains sur les genoux, pour voir ce que c'était. Un morceau de vêtement déchiré, avec un peu de sang dessus. La mouette cria de nouveau. Mike contempla le haillon sanglant et se souvint de ce qui lui était arrivé au printemps. Chaque année, au mois d'avril et mai, la ferme Hanlon s'éveillait de son sommeil hivernal. L'arrivée du printemps pour Mike Hanlon, ce n'était ni les crocus sous les fenêtres de la cuisine de sa maman, ni les enfants arrivant à l'école avec des billes ou les premières rainettes, ni même l'ouverture de la saison de baseball pour les sénateurs de Washington, qui en général se faisaient étriller pour l'occasion. Non, c'était seulement le jour où son père prenait sa grosse voix pour demander à Mike de l'aider à pousser leur camion bâtard hors de la grange. La moitié avant venait d'une antique Ford Model A et la moitié arrière d'une camionnette avec en guise d'abattant une ancienne porte de poulailler. Si l'hiver n'avait pas été trop froid, ils arrivaient en général à le faire démarrer dans leur allée. La cabine n'avait pas de porte, pas de pare-brise non plus. Le siège était la moitié d'un antique sofa récupéré à la décharge publique de Derry. Quant au levier de vitesse, il se terminait par un bouton de porte en verre. Will Hanlon et Mike le poussaient dans l'allée, chacun d'un côté, en le laissant prendre suffisamment de vitesse. Puis Will bondissait sur le siège, tournait le contact, réglait le retard à l'allumage, enfonçait la pédale d'embrayage et poussait le levier de vitesse en seconde, sa grosse main étreignant le bouton de porte. Sur quoi il rugissait « Allez, mets le paquet !» et relâchait l'embrayage. Le vieux moteur Ford toussait, s'étouffait, pétaradait, explosait, et parfois se mettait vraiment à tourner, tout d'abord en renaclant, puis de plus en plus régulièrement. Will descendait alors la route jusqu'à la ferme des Rulines, à grand bruit effectuait son demi-tour dans leur entrée. S'il en avait fait autant dans celle de Butch Bowers, le cinglé de père de Henry, il aurait sans aucun doute été accueilli à coups de fusil. Puis il revenait, le moteur toujours grondant comme un bombardier, l'échappement réduit à sa plus simple expression, tandis que Mike bondissait de joie et poussait des hurrahs, et que sa mère venait sur le pas de porte, s'essuyant les mains dans un torchon et faisant la dégoûter sans conviction. D'autres fois, il n'y avait aucun moyen de faire partir le camion. Mike attendait alors que son père revienne de la grange, la manivelle à la main et grommelant dans sa barbe. Mike était convaincu qu'il s'agissait de jurons, et son père lui faisait alors un peu peur. Ce ne fut que bien plus tard, pendant l'une de ses interminables visites à l'hôpital, où se mourait son père, qu'il découvrit que celui-ci grommelait de peur. Un retour vicieux de manivelle un jour lui avait ouvert le coin de la bouche. « Recule-toi, Mike » disait-il en introduisant l'outil dans son logement à la base du radiateur. Et quand la Ford A tournait enfin, Will disait que l'année suivante, il la changerait pour une Chevrolet, mais il ne le faisait jamais. La vieille Ford hybride restait toujours derrière la maison, dans l'herbe jusqu'aux essieux. Assis à la place du passager, Mike sentait l'odeur d'huile chaude et de gaz d'échappement.
excité par le vent aigu qui s'engouffrait par le pare-brise sans vitre, et pensait « Voilà, c'est le printemps, tout le monde se réveille !» Et dans son âme s'élevait un silencieux cri de joie qui secouait les parois de ce lieu déjà joyeux. Il éprouvait de l'amour pour tout ce qui l'entourait, et plus que tout pour son papa, qui, avec un sourire, lui lançait à pleine voix « Accroche-toi bien, Mike, on va te le pousser, ce taco. Tu vas voir courir les volatiles. » Il quittait alors l'allée, les roues arrière soulevaient des gerbes de boue noire ou des mottes grises d'argile, et tous deux étaient ballottés dans tous les sens sur le demi-sofa de la cabine, ce qui les faisait rire comme des fous. Will prenait soit la direction du champ de derrière, où poussait du foin, soit le champ sud, de pommes de terre, soit le champ ouest, maïs et haricots, soit le champ est, pois, melons et citrouilles. À leur arrivée, les oiseaux jaillissaient devant le véhicule avec des pépillements de terreur. Ils levèrent une fois une perdrix, un oiseau magnifique au plumage du même brun que les chênes en automne, le ronflement explosif de ses ailes restant audible par-dessus le bruit du moteur. Ces balades étaient pour Mike les portes qui donnaient sur le printemps. L'année de travail commençait avec la récolte de rochers. Pendant toute une semaine, il partait avec la vieille Ford et chargeait le plateau de blocs qui aurait pu casser un soc de charrue au moment du labour. La camionnette s'embourbait parfois dans la terre humide du printemps, et Will grommelait d'un ton sinistre dans sa barbe. Encore des jurons, soupçonnait Mike. Il connaissait certains mots, certaines expressions, d'autres comme « fils de prostituée » l'intriguaient. Il était tombé sur ce mot dans la Bible, et s'il avait bien compris, une prostituée était une femme qui venait de Babylone. Il avait envisagé de poser la question à son père un jour, mais comme la Ford était dans la boue jusqu'au ressort et que des nuées orageuses parcouraient le front de Will, il avait préféré attendre à un moment plus favorable. Il avait fini par interroger Richie Tosier, qui lui avait répondu que son père à lui avait expliqué qu'une prostituée était une femme que l'on payait pour avoir des relations sexuelles avec elle. « C'est quoi des relations sexuelles ?» avait demandé Mike, et Richie l'avait laissé en plan en se prenant la tête à deux mains. Une fois, Mike avait demandé à son père comment il se faisait qu'il y eût encore des rochers alors qu'ils en avaient enlevé en avril dernier. Il se trouvait à l'endroit où ils se déversaient au coucher du soleil le dernier jour de la récolte des pierres. Un chemin de terre battue reliait l'extrémité du champ ouest à cette ravine près des rives de la Kentuskig, qui commençait à se remplir de tous les rochers et qu'avec les ans, Will avait retiré de ses champs. Le regard perdu sur ces amas de pierres, sous lequel, il le savait, pourrissaient les souches qui avaient dû enlever une à une avant de pouvoir cultiver sa terre, Will avait allumé une cigarette et répondu « Mon père me disait souvent que Dieu aimait les rochers, les mouches, le chien-dent et les pauvres gens plus que tout le reste de sa création, et que c'était pour ça qu'il y en avait autant. Mais on dirait qu'ils reviennent chaque année. Ouais, on dirait bien. Je ne vois pas d'autre explication possible. » Un grèbe poussa un son plaintif sur l'autre rive de la Kentuskig. L'eau avait pris une nuance rouge-orangée, profonde avec le crépuscule. Ce cri exprimait la solitude, une solitude telle que Mike en eut la chair de poule. « Je t'aime, papa, dit-il soudain, éprouvant cet amour avec tant de force que des larmes vinrent lui picoter les yeux. « Bah tiens, moi aussi je t'aime, Mickey, répondit son père en le serrant dans ses bras puissants. La rude flanelle de sa chemise vint frotter la joue de l'enfant. « Et qu'est-ce que tu dirais si on rentrait à la maison maintenant? Nous aurons tout juste le temps de nous prendre un bon bain chacun avant que ta mère appelle à la soupe. »« Ah oui, bien dit. »« Bah, bandit toi-même, rétorqua Mike Hanlon. Et père et fils éclatèrent de rire, se sentant fatigués mais bien, bras et jambes courbattus mais pas trop douloureux, les mains rugueuses du contact des rochers mais ne leur faisant pas trop mal. C'est le printemps, pensa Mike ce soir-là, alors que la somnolence le gagnait dans sa chambre, pendant que dans l'autre pièce ses parents regardaient lune de miel. C'est le printemps, merci mon Dieu, merci infiniment. Et tandis qu'il se tournait pour dormir, s'enfonçant déjà dans le sommeil, il entendit de nouveau l'appel du grèbe, qui, de son marais lointain, venait hanter les désirs de ses rêves. Le printemps était une période d'activité, mais aussi une période agréable. Une fois terminée la collecte des pierres, Will remisait la Ford A dans les hautes herbes derrière la maison et sortait le tracteur de la grange, la herse en attelage. Will conduisait et Mike se tenait sur la herse ou marchait à côté pour ramasser les pierres qu'il trouvait encore. Puis venaient les semailles qui suivaient les travaux d'été, biner, sarcler, biner, sarcler. Sa mère rapetassait Larry, Mou et Curly, leurs trois épouvantails, et son père posait un sifflet à orignaux sur leur tête. Ce n'était qu'une vieille boîte de conserve avec une cordelette cirée tendue au milieu, et qui, avec le vent, produisait un son merveilleusement inquiétant et géniard. Les oiseaux pilleurs des champs ne tardaient pas à se rendre compte qu'ils n'avaient rien à craindre de Larry, Mou et Curly, mais le sifflet à orignaux les faisait régulièrement fuir.
Dès le mois de juillet, les récoltes commençaient en sus du binage et du sarclage. Les pois et les radis, tout d'abord, puis les laitues et les tomates, venus en semis et repiqués, puis le maïs et les haricots en août, puis encore du maïs et des haricots en septembre avec les citrouilles et les courges. Quelque part au milieu de tout ça arrivaient les pommes de terre nouvelles. Après quoi, alors que raccourcissaient les jours et que l'air devenait vif, Mike et son père rentraient les sifflets à orignaux, lesquels avaient tendance à disparaître au cours de l'hiver. Le jour suivant, Will appelait Norman Sadler, qui était aussi stupide que son fils Moose, mais d'infiniment meilleure composition, qui venait peu après avec sa machine à cueillir les pommes de terre. Pendant les 3 semaines suivantes, tout le monde se mettait à la récolte des pommes de terre. En plus de la famille, Will engageait 3 ou 4 lycéens, qu'il payait 25 cents le baril. La Ford A patrouillait le champ sud, le plus grand, toujours en première, la battant arrière abaissée, le plateau couvert de barils sur lesquels figuraient les noms des ramasseurs. À la fin de la journée, Will ouvrait son vieux portefeuille tout plissé et payait chacun des cueilleurs en liquide. Mike était payé, ainsi que sa mère. Cet argent leur appartenait, et jamais Will Hanlon ne leur en demanda compte. Mike avait reçu 5% des revenus de la ferme à l'âge de 5 ans, âge auquel, lui avait dit alors son père, il était assez grand pour faire la différence entre du chien-dent et un plan de petits pois. Il recevait chaque année 1% de plus, et chaque année, après Thanksgiving en octobre, Will calculait les profits de la ferme et en déduisait la part de Mike. Mais Mike ne voyait jamais la couleur de cet argent-là. Il allait sur un compte pour ses études, et en aucun cas on ne devait y toucher. Venait enfin le jour où Normie Sadler repartait avec sa machine. L'atmosphère était déjà grise et froide, et de la gelée blanche le matin recouvrait les citrouilles oranges empilées sur le côté de la grange. Mike se tenait devant la porte de la cour, main dans les poches, et regardait son père remiser d'abord le tracteur, puis la Ford A dans la grange. Et il se disait « Voilà, nous sommes prêts à dormir de nouveau. » Le printemps, évanoui. L'été, enfui. Les récoltes, terminées. Ne restait plus que le croupion de l'automne, arbres effeuillés, sol gelé, de la dentelle de glace le long des berges de la Kentuskig. Dans les champs, des corbeaux se posaient de temps en temps sur les épaules de Mo, Larry et Curly, et y restaient perchés tant qu'ils voulaient. Sans voix, les épouvantails étaient inoffensifs. L'idée qu'une autre année se finissait ne concernait cependant pas exactement Mike. À 9-10 ans, on est encore trop jeune pour y voir une métaphore de la mort, car il anticipait bien des plaisirs. Des parties de luge dans McCarron Park, du patinage, des batailles de boules de neige, la construction de bonhommes de neige. Il faudrait aussi penser à une expédition en raquette avec son père, à la recherche d'un arbre de Noël, et il pourrait rêver à ces skis de fond qu'il aurait peut-être en cadeau. L'hiver avait ses bons côtés, mais voir son père rentrer la Ford A dans la grange, évanoui le printemps, enfui l'été, terminé les récoltes, le rendait toujours mélancolique, comme le rendaient mélancoliques les escadrilles d'oiseaux en route vers le sud pour l'hiver, ou une certaine lumière oblique, au point qu'il éprouvait l'envie de pleurer sans raison. Nous sommes prêts à dormir de nouveau. Il n'était cependant pas victime d'un cercle infernal, école, corvée. Will Hanlon répétait souvent à sa femme qu'un garçon devait avoir le temps d'aller pêcher à la ligne. Lorsque Mike revenait de l'école, il posait ses livres sur la télé dans le séjour, se faisait ensuite un petit festin à son goût, avec une préférence marquée pour les sandwichs au beurre de cacahuètes et aux oignons, ce qui horrifiait sa mère, et prenait enfin connaissance du mot que lui avait laissé son père dans lequel il lui disait où il se trouvait, et ce que lui, Mike, devait faire. Quelques rangées de légumes à sarcler ou à cueillir, les produits à retourner, la grange à balayer, et ainsi de suite. Mais au moins un jour ouvrable par semaine, parfois 2, il n'y avait aucun message, et ce jour-là, Mike allait à la pêche, au moins métaphoriquement. C'étaient les meilleures journées. Il n'avait pas à se rendre dans un endroit particulier, et rien donc ne le pressait. De temps en temps, son père lui laissait un autre type de message. Va à Old Cape et observe les rails des tramways, par exemple. Mike se rendait à Old Cape, trouvait les rues où l'on n'avait pas enlevé les rails, étudiait attentivement ces derniers et s'émerveillait à l'idée de trains ayant circulé au milieu des rues. Ils en parlaient tous les deux le soir, et son père lui montrait de vieilles photos sur son album de Derry où l'on voyait fonctionner les trams, avec leurs cannes marrantes qui allaient du toit jusqu'aux fils électriques et leur publicité pour des cigarettes sur le côté. Un autre jour, Will avait envoyé Mike à Memorial Park, là où s'élève le château d'eau, observer les oiseaux dans le bain qu'on leur avait construit. Il était aussi allé voir, avec son père cette fois, l'abominable machine que le chef Borton avait trouvée dans un grenier au tribunal. On appelait ce gadget la chaise à clochard. Elle était en fer, avec des menottes soudées aux bras et aux pieds. Des protubérances arrondies saillaient du dossier et du siège. L'engin rappelait à Mike une photo vue dans un livre,
celle de la chaise électrique de Sing Sing. Le chef Burton laissa Mike s'asseoir dessus et enfiler les menottes. Dès qu'il eut épuisé la nouveauté inquiétante des menottes, Mike adressa un regard interrogateur à son père et à Burton, ne comprenant pas très bien ce que pouvait avoir d'horrible cette punition réservée aux vagabonds, les vagues pour Burton, qui dans les années 20 et 30 échouaient à Derry. Les bosses rendaient bien la chaise inconfortable et l'immobilisation des poignets et des chevilles limitait étroitement les mouvements. Cependant, « Tu n'es qu'un gosse, fit Burton en riant. Combien pèses-tu 30 35 kilos ? La plupart des vagues que le chef Sully a installées là-dessus autrefois devaient bien peser le double. Il commençait à ne plus se sentir très bien au bout d'une heure à peu près, plus bien du tout au bout de 2 ou 3 heures, et très très mal au bout de 5. Il se mettait à gueuler au bout de 7 ou 8 heures, et presque tous pleuraient après 16 ou 17 heures. Et quand ils avaient fini leurs 24 heures de chaise, ils ne demandaient qu'à jurer devant Dieu et les hommes qu'ils feraient un grand détour pour éviter Derry l'heure de leur prochain passage en Nouvelle-Angleterre. À ma connaissance, on ne les revoyait presque jamais. 24 heures sur la chaise à clochard avaient un immense effet persuasif. Il eut soudain l'impression que les protubérances du siège s'étaient multipliées et lui pénétraient plus profondément dans les fesses, le dos et même la nuque. « Est-ce que je peux sortir, s'il vous plaît » avait-il demandé, ce qui avait de nouveau fait rire Burton. Il y eut un bref instant de panique, pendant lequel Mike se dit que Burton allait lui agiter ses clés sous le nez et lui répondre « Bien sûr, je vais te faire sortir, dans 24 heures. »« Pourquoi tu m'as emmené voir la chaise, papa » demanda-t-il sur le chemin du retour. « Tu le sauras quand tu seras plus grand. »« Tu n'aimes pas beaucoup Burton, hein ?»« Non, » avait répondu Will d'un ton si sec que Mike n'avait pas insisté. Mais la plupart du temps, Mike prenait plaisir à se rendre là où son père l'envoyait, et à 10 ans, il partageait déjà son intérêt pour les différentes strates de l'histoire de Derry. En regardant de près les cailloux qui tapissaient le bain des oiseaux du parc ou les rails du tram d'Old Cape, il avait éprouvé le sentiment aigu du passage du temps, un temps qui possédait une réalité palpable, un poids invisible semblable à celui des rayons du soleil. Certains de ses camarades d'école avaient ri lorsque Mrs. Gringus leur avait expliqué cela, mais Mike était resté trop interloqué à cette idée pour rire. Sa première pensée avait été « La lumière a un poids ? Ô Seigneur, mais c'est terrible !» Un temps qui était quelque chose et qui finirait par l'engloutir. Le premier message ainsi laissé par son père en ce printemps 58 avait été griffonné au dos d'une enveloppe glissée sous la salière. Une douceur merveilleuse, toute printanière, avait poussé sa mère à ouvrir en grand les fenêtres de la maison. « Pas de corvée. Si tu veux, va d'un coup de vélo à Pasture Road. Tu verras dans le champ à ta gauche des murs écroulés et de vieilles machines abandonnées. Jette un coup d'œil, ramène un souvenir. Surtout, ne t'approche pas du trou du sous-sol. Sois de retour avant la nuit. Tu sais pourquoi. » Et Mike le savait. Il dit à sa mère où il allait, et elle fronça les sourcils. « Mais pourquoi n'irais-tu pas voir si Randy Robinson ne veut pas venir avec toi ?»« Ouais, d'accord. Je m'arrêterai pour lui demander. » Ce qu'il fit, mais Randy était parti pour Bangor avec son père pour vendre des semis de pommes de terre. Mike se rendit donc tout seul jusqu'à Pasture Road. C'était une bonne balade, plus de 6 kilomètres. Mike constata qu'il était 3 heures lorsqu'il appuya sa bicyclette contre une vieille palissade en bois sur la gauche de la route et passa dans le champ au-delà. Il aurait environ 1 heure pour explorer l'endroit, puis il devrait rentrer. D'habitude, sa mère gardait son calme du moment qu'il était là à 6 heures pour passer à table, mais un incident mémorable lui avait appris que ce n'était plus le cas cette année. Il était arrivé en retard et elle avait presque fait une crise d'hystérie. Elle s'était jetée sur lui, un torchon à la main, en s'en servant comme un fouet, et il était resté bouche bée dans l'entrée, le panier d'osier avec la truite arc-en-ciel à ses pieds. « Ne me fiche plus jamais la frousse comme ça !» cria-t-elle. « T'entends ? Plus jamais, plus jamais !» Chaque jamais avait été ponctué par un coup de torchon. Mike s'était attendu à ce que son père intervînt, mais il n'avait pas bougé. Peut-être se doutait-il qu'elle tournerait sa colère de chat sauvage contre lui. Mike avait retenu la leçon. Une correction à coups de torchon avait suffi. À la maison, avant le soir. Oui, madame, c'est compris. Il traversa le champ en direction des ruines titanesques qui s'élevaient au milieu. Il s'agissait bien entendu de tout ce qui restait des aciéries Kitchener. Il était souvent passé devant à bicyclette, mais n'avait jamais envisagé de les explorer, et n'avait jamais entendu un de ses camarades dire qu'il l'avait fait. Penché sur un tas de briques qui formaient un cairn grossier pour l'examiner, il croyait maintenant comprendre pourquoi. Le champ était éclatant de lumière, sous un grand soleil de printemps, avec un pan d'ombre le traversant lentement quand un nuage se présentait. Mais l'endroit n'en avait pas moins quelque chose d'inquiétant et de mystérieux. Il régnait un silence lourd,
rompu seulement par le vent. Il se sentait comme un explorateur qui vient de découvrir les derniers vestiges d'une fabuleuse cité perdue. Un peu sur sa droite s'allongeait un pan d'un cylindre massif en briques. Il courut à travers la prairie. C'était la cheminée principale de l'usine. Il jeta un coup d'œil dans son ouverture et un frisson glacé remonta son dos. Elle était assez vaste pour que quelqu'un puisse s'y tenir, mais il n'éprouva aucune envie d'y pénétrer. Dieu seul savait quelle saleté s'y trouvait encore, accrochée aux revêtements de briques couverts de suie, à moins que quelques bestioles y aient élu résidence. Puis une rafale de vent produisit un son surnaturel en s'engouffrant dans l'ouverture de la cheminée effondrée, qui lui rappela celui des cordes cirées des sifflets à orignaux de son père. Il recula nerveusement à la soudaine évocation du film qu'il avait regardé hier soir avec lui à la télé, Rodan. Sur le moment, il s'était rudement bien amusé, son père riant et criant « Oh, vise-moi l'oiseau !» à chaque apparition de Rodan, imité sur un ton aigu par Mike, jusqu'à ce que leur mère, passant une tête à la porte, leur eût intimé de faire moins de bruit. Mais maintenant, ça lui paraissait moins drôle. Dans le film, Rodan avait été arraché aux entrailles de la Terre par des mineurs japonais en train de creuser le tunnel le plus profond du monde. Devant ce conduit tout noir s'étalant de tout son long, il n'était que trop facile d'imaginer l'oiseau accroupi à l'autre bout, ses ailes membraneuses de chauve-souris repliées sur le dos, fixant de ses yeux cerclés d'or la bouille de ce petit garçon dans les ténèbres. Avec un frisson, Mike s'écarta. Il s'éloigna de la cheminée, dont le fût couché était à moitié enfoncé dans le sol, mais comme le terrain montait légèrement, une impulsion le poussa à monter dessus. De là, elle était beaucoup moins impressionnante, avec ses briques que venait chauffer le soleil. Il resta un instant assis avant de se lever et d'avancer bras écartés. Le chemin bombé sur lequel il se trouvait était en fait bien assez large, mais il jouait aux danseurs de cordes dans un cirque, prenant plaisir à sentir le vent emmêler ses cheveux. À l'autre bout, il sauta à terre et entreprit l'examen de ce qui traînait. Encore des briques, des moules tordus, des morceaux de bois, des pièces métalliques rouillées. « Ramène un souvenir », précisait le mot de son père. Il voulait trouver quelque chose de bien. Il se rapprocha en zigzagant de la cavité qui donnait sur le sous-sol de l'usine, examinant les débris, non sans prendre garde à ne pas se couper sur les fragments de verre, très nombreux à cet endroit. Mike n'avait pas pris à la légère l'avertissement de son père de rester à l'écart du trou. Il savait qu'un terrible accident s'était produit ici une 50aine d'années auparavant. S'il était un seul lieu hanté à Derry, croyait-il, ce ne pouvait être que celui-ci. Mais en dépit de cela, ou à cause de cela, il était bien déterminé à ne pas repartir sans trouver un objet vraiment bien à ramener à son père. Il avança lentement et avec précaution à proximité du trou, qu'il se mit à longer. Mais une voix intérieure l'avertit dans un murmure qu'il en était trop près, qu'un versant, affouillé par les pluies de printemps, pouvait s'effondrer sous ses pas et le jeter dans ce trou où Dieu seul savait combien de bouts de ferraille se trouvaient encore, prêts à l'empaler comme un insecte et à le faire mourir d'une mort affreuse, toute de rouille et de tressaillement. Il ramassa un châssis de vitre et le jeta de côté. Là se trouvait une louche digne de la table d'un géant, la poignée plissée et tordue par un inimaginable dégagement de chaleur. Là, un piston tellement gros qu'il n'aurait pas pu le bouger, et encore moins le soulever. Il passa par-dessus et si jamais je trouve un crâne, se dit-il soudain, le crâne de l'un de ces gosses qui ont été tués pendant qu'ils cherchaient des œufs de Pâques en chocolat en 1900, je ne sais plus combien. Il parcourut des yeux le champ vide, aveuglant de lumière, désagréablement choqué à cette idée. À son oreille, le vent susurrait une note grave de coquillage, et une ombre vint traverser silencieusement le champ, comme s'y passait une chauve-souris géante ou un immense oiseau. Il fut de nouveau frappé par le calme qui régnait là, et par l'étrangeté de ce champ, avec ses piles de maçonnerie éparpillées et ses carcasses métalliques échouées, penchant d'un côté ou de l'autre. On aurait dit qu'une épouvantable bataille avait eu lieu ici il y avait très longtemps. « Arrête de faire l'idiot, se répondit-il à lui-même, mal à l'aise. Ils ont trouvé tout ce qu'il y avait à trouver il y a 50 ans, après l'accident. Sinon un autre gosse ou un adulte l'aurait trouvé depuis longtemps. Tu ne t'imagines tout de même pas que tu es la seule personne à être venue ici à la chasse aux souvenirs. Non, non, bien sûr, je ne le crois pas, mais... Mais quoi fit impérativement le côté rationnel de son esprit, qui parut à Mike s'exprimer un peu trop fort et un peu trop vite. Même s'il y a quelque chose à trouver, ça se serait décomposé depuis longtemps. Alors, quoi? Dans les herbes, Mike trouva les restes éclatés d'un tiroir de bureau. Il jeta un coup d'œil dessus, le rejeta et se rapprocha insensiblement du trou, où les débris étaient plus fournis. Il allait bien trouver quelque chose là-dedans. Et s'il y avait des fantômes? Encore un si.
Et s'il voit apparaître des mains sur le rebord du trou, et s'ils se mettaient à revenir, les gosses, dans ce qui restait de leurs habits du dimanche, des habits tout pourris et déchirés, usés par 50 ans de boue de printemps, de pluie et de neige d'hiver. Des gosses sans tête, il avait entendu dire à l'école qu'après l'explosion, une femme avait trouvé la tête de l'une des victimes dans un arbre au fond de son jardin. Des gosses sans jambes, des gosses le ventre ouvert comme des poissons, des gosses comme moi qui voudraient peut-être descendre là-dedans et jouer, là où c'est sombre, sous les poutrelles de fer penchées, sous les grandes roues dentées rouillées. Oh, arrête ça, pour l'amour du ciel. Mais il ne put réprimer le frisson qui lui parcourut de bas en haut le dos, et décida qu'il était grand temps de ramasser quelque chose, n'importe quoi, et de se barrer d'ici. Il se baissa et presque au hasard s'empara d'une roue dentée d'environ 20 centimètres de diamètre. À l'aide du crayon qu'il avait toujours sur lui, il chassa rapidement la terre prise entre les dents, puis glissa le souvenir dans sa poche. Il pouvait partir maintenant, oui. Mais ses pieds se dirigeaient dans la mauvaise direction, vers le trou du sous-sol, et il se rendit compte avec un sentiment lugubre d'horreur qu'il éprouvait le besoin de regarder à l'intérieur. Il lui fallait voir. Il s'agrippa à une poutre spongieuse qui dépassait du sol selon un angle incliné et oscilla vers l'avant dans son effort pour apercevoir le fond. Impossible. Il était encore à 5 mètres du rebord, beaucoup trop loin pour ça. Peu importe que je voie le fond ou non, je m'en retourne tout de suite. J'ai mon souvenir. Pas besoin de regarder dans ce vieux trou dégueulasse. D'ailleurs, papa m'a dit de ne pas m'en approcher. Mais il n'arrivait pas à se débarrasser de la curiosité inquiète et fiévreuse qui s'était emparée de lui. Il avança pas à pas, mal à l'aise, conscient qu'il n'aurait plus rien à quoi se raccrocher une fois que la poutre serait hors de portée, conscient aussi que le sol sous ses pieds était effectivement peu solide et friable. Il apercevait des dépressions le long du bord, comme des tombes effondrées, et comprit qu'il y avait des vides en dessous autrefois. Le cœur battant sur le rythme brutal d'un soldat marchant au pas, il atteignit le bord et regarda en bas. Niché au fond du trou, l'oiseau leva la tête. Sur le coup, Mike ne fut pas sûr de voir ce qu'il voyait. Tout le système nerveux assurant la communication de son corps fut comme paralysé, y compris au niveau qui véhiculait la pensée. Ce n'était pas simplement le choc de voir un oiseau monstrueux, un oiseau dont la poitrine était de la couleur de flamme de celle d'un rouge-gorge, et dont les plumes étaient de ce gris brun ébouriffé quelconque des moineaux. C'était avant tout le choc de tomber sur quelque chose de totalement inattendu. Il avait cru voir des monolithes de métal rouillé baignant dans des flaques boueuses à moitié submergées. Au lieu de cela, il contemplait un nid gigantesque qui remplissait complètement le trou qui avait été le cœur de l'usine. Il avait bien fallu l'équivalent d'une douzaine de balles de foin pour le bâtir, mais l'herbe argentée paraissait ancienne. L'oiseau était posé au beau milieu, ses yeux noirs dans leur anneau brillant, aussi ténébreux que du goudron chaud. Pendant un instant insensé, avant que ne se rompe sa paralysie, Mike vit son propre reflet dans chacun. Puis le sol se mit soudain à glisser de dessous ses pieds. Il entendit le bruit de racines peu profondes qui cassaient et comprit qu'il allait tomber. Il se rejeta en arrière avec un cri, moulinant des bras pour conserver l'équilibre. Il n'y arriva pas et vint heurter lourdement le sol couvert de débris. Un dur morceau de métal rouillé lui rentra douloureusement dans le dos, et il eut le temps de penser à la chaise à clochard avant d'entendre le ronflement violent des ailes de l'oiseau. Il se mit précipitamment à genoux, rampa, regardant en même temps par-dessus son épaule. Il le vit s'élever du trou. Ses serres écailleuses avaient une couleur orange atténuée. Ses ailes, qui lui donnaient une envergure d'environ 7 mètres, faisaient voler le foin desséché dans tous les sens, comme le vent que soulèvent les pales d'un hélicoptère. Il lança un cri comme un bourdonnement plein de craquements, tandis que quelques plumes retombaient de ses ailes en tournoyant. Mike se retrouva sur ses pieds et se mit à courir. Il fonçait dans le champ sans regarder derrière lui, bien trop épouvanté pour oser se retourner. L'oiseau ne ressemblait pas à Rodan, mais il sentait que c'était le même esprit qui venait de jaillir de la fosse des aciéries Kitchener comme un diable de sa boîte. Il trébucha, mit un genou à terre, se releva et repartit. Le craquettement bourdonnant se reproduisit. Une ombre le recouvrit, et il vit la chose quand il leva les yeux. Elle venait de passer à moins de 3 mètres de sa tête. Son bec d'un jaune sale s'ouvrait et se refermait, et révélait son intérieur rosé. Il vira pour revenir sur Mike. Le vent de ses ailes tourbillonna autour du garçon, chargé d'une désagréable odeur sèche. Poussière de grenier, vieillerie morte, coussin pourri. Il obliqua à gauche et aperçut de nouveau la cheminée effondrée. Il poussa un sprint désespéré jusque-là, les bras comme 2 pistons emballés contre ses côtes. L'oiseau craqueta. Il y eut un bruit de froissement d'ailes, comme des voiles qui faceillent. Quelque chose le heurta à la nuque,
Une langue de feu en monta, s'étendant partout, tandis que du sang commençait à couler dans le col de sa chemise. L'oiseau vira de nouveau, avec l'intention de le cueillir dans ses serres et de l'emporter, comme un faucon emporte un mulot, pour le ramener dans son nid et le dévorer. Comme il piquait sur lui, sans le quitter un instant de son œil noir, horriblement vivant, Mike obliqua de nouveau, sèchement. L'oiseau le manqua de peu. L'odeur poussiéreuse de ses ailes était étouffante, insupportable. Il courait maintenant le long de la partie intacte de la cheminée. La vitesse brouillait les briques. Déjà, il voyait l'endroit où se trouvait le trou. S'il pouvait faire un crochet à gauche et s'y glisser, il serait peut-être tiré d'affaire, car l'oiseau lui paraissait trop gros pour y pénétrer à sa suite. Il faillit bien ne pas y arriver. Le rapace fonçait de nouveau sur lui dans de grands battements d'ailes qui soulevaient un véritable ouragan, les serres écailleuses tendues vers lui. Il poussa encore son cri, et cette fois Mike crut y discerner une note de triomphe. Il enfonça la tête dans les épaules, leva un bras qui cherchait à frapper. Les serres se refermèrent, et pendant quelques instants, l'oiseau le tint par l'avant-bras. L'étreinte était celle de doigts d'une force phénoménale qui se terminerait par des ongles acérés. Il mordait comme des crocs. Les ailes faisaient un bruit de tonnerre dans ses oreilles, et il n'avait qu'à peine conscience de la pluie de plumes qui tombait autour de lui et caressait ses joues de baisers de fantôme. Puis l'oiseau s'éleva, et pendant un instant, Mike se sentit soulevé, mis debout, tiré sur la pointe des pieds. Durant une seconde à glacer le sang, il se rendit compte que la pointe de ses baskets perdait contact avec le sol. « Lâche-moi » hurla-t-il, donnant un mouvement de torsion à son bras. La serre le retint un instant encore, puis la manche de sa chemise se déchira. Il retomba lourdement. L'oiseau protesta aigrement. Mike reprit sa course, fonçant au milieu des plumes de la queue de l'oiseau, l'odeur sèche l'étouffant à moitié. C'était comme s'il courait à travers une averse de plumes en rideau. Toussant toujours, des picotements aux yeux dus autant aux larmes qu'aux ignobles poussières que dispersaient les plumes, Mike s'enfonça en trébuchant dans la cheminée effondrée. Il ne s'inquiétait plus de ce qui pouvait s'y tapir maintenant, et se précipita à l'aveuglette dans le noir, dans l'écho plat de ses sanglots pleins de hoquets. Il avança ainsi sur quelque chose comme 6 ou 7 mètres, puis se retourna vers le cercle de ciel éclatant. Sa poitrine se soulevait et retombait à un rythme effréné. Il prit soudain conscience que s'il s'était trompé dans son évaluation de la taille de l'oiseau ou de l'ouverture de la cheminée, il venait de se suicider, aussi sûrement que s'il avait placé le canon du fusil de son père dans sa bouche et appuyé sur la détente. Il n'y avait aucune issue. Ce n'était qu'un tuyau, un cul-de-sac. L'autre bout de la cheminée était enfoui dans le sol. L'oiseau cria de nouveau, et soudain la lumière, à l'extrémité de la cheminée, disparut, comme il se posait à l'extérieur sur le sol. Il voyait ses pattes écailleuses, aussi grosses que des mollets d'homme. Puis le rapace baissa la tête et regarda dans le conduit. Mike se retrouva en train de contempler les yeux couleur de goudron frais, brillants à l'iris cerclé d'or. Il ouvrait et refermait son bec régulièrement, avec à chaque fois un claquement sec, semblable à celui de dents qui s'entrechoquent. Son bec était effilé, très effilé. Je savais que les oiseaux possédaient un bec pointu, mais je n'y avais jamais fait attention, se dit-il. Nouveau craquettement. Il résonna si fort dans le conduit de briques que Mike se boucha les oreilles avec les mains. L'oiseau entreprit alors de forcer l'ouverture de la cheminée. « Non » cria Mike, « c'est pas possible !» La lumière se mit à baisser au fur et à mesure que le rapace s'infiltrait un peu plus dans le conduit. « Oh Seigneur, comment ai-je pu oublier qu'un oiseau était surtout fait de plumes? Comment ai-je oublié qu'il pourrait se comprimer ?» La lumière baissa, puis plus rien. Plongé dans des ténèbres absolues, étouffé par la suffocante odeur de grenier, il n'entendait plus qu'un bruit de plumes froissées. Mike se laissa tomber à genoux et commença de fouiller à tâtons le sol incurvé. Il tomba sur un fragment de brique dont les bords aigus étaient couverts de ce qui lui parut être au toucher de la mousse. Il tendit le bras en arrière et le lança. Il y eut un bruit sourd, et l'oiseau poussa son cri craquetant. « Sors d'ici » hurla Mike. Quelques instants de silence suivirent, puis le froissement d'ailes recommença. L'oiseau reprenait sa progression dans le conduit. Mike explora fébrilement le sol, trouva d'autres morceaux de briques et commença à les lancer un à un. Après un coup mat contre l'oiseau, il rebondissait bruyamment contre la paroi de la cheminée. « Mon Dieu, je vous en supplie, mon Dieu, je vous en supplie, mon Dieu, je vous en supplie !» pensait Mike de manière incohérente. Il lui vint à l'esprit de battre en retraite dans le conduit de la cheminée. Il était rentré par ce qui constituait en fait la partie inférieure. On pouvait donc logiquement penser qu'il allait en se rétrécissant. Il pourrait certes battre ainsi en retraite et avec un peu de chance atteindre un point jusqu'où l'oiseau ne pourrait se glisser. Mais si le rapace restait coincé,
Dans ce cas, ils mourraient tous les deux là-dedans, l'oiseau et lui. Ils mourraient et se décomposeraient dans le noir. Mon Dieu, je vous en supplie, hurla-t-il sans se rendre compte qu'il le faisait. Il lança un autre fragment de brique, avec plus de puissance cette fois, ressentant, comme il l'expliqua beaucoup plus tard aux autres, l'impression que quelqu'un s'était trouvé derrière lui, et à cet instant avait donné une formidable accélération à son bras. Il n'y eut pas le bruit mat de l'impact sur les plumes ce coup-ci, mais un son d'éclaboussement, comme ferait la main d'un enfant s'écrasant dans son assiette de purée. Ce fut un cri de douleur et non pas un cri de colère que poussa cette fois l'oiseau. Le ronflement sinistre de ses ailes remplit le conduit de cheminée. Un ouragan d'air empuanti fonça sur Mike, agitant ses vêtements. Il toussa à moitié étouffé et battit en retraite au milieu d'une pluie de mousse et de débris légers. La lumière réapparut, faible et grise tout d'abord, puis de plus en plus éclatante au fur et à mesure que l'oiseau dégageait l'entrée. Mike éclata en sanglots, se remit à genoux et entreprit frénétiquement de rassembler des morceaux de briques. Sans réfléchir, il courut vers l'issue, les mains pleines de fragments, couverts de mousse gris-bleu et de lichen comme des pierres tombales, il le voyait maintenant, et ne s'arrêta que lorsqu'il en fut tout près. Il fallait empêcher l'oiseau d'y entrer de nouveau. Il s'accroupit en redressant la tête à la manière d'un perroquet sur son perchoir et vit où avait porté son dernier coup. L'oiseau n'avait pratiquement plus d'œil droit. À la place du globule lisse de goudron frais, il y avait un cratère sanguignolant. Un liquide épais, grisâtre, s'accumulait au coin de son orbite avant de s'écouler le long de son bec. De minuscules parasites se tortillaient dans la nauséabonde déjection. L'oiseau le vit et se jeta en avant. Mike se mit aussitôt à lui lancer des projectiles qui le frappèrent à la tête et au bec. Il recula, puis attaqua de nouveau, bec grand ouvert, révélant une fois de plus ses muqueuses roses, ainsi que quelque chose d'autre qui laissa Mike un instant paralysé et lui-même bouche bée. L'oiseau avait une langue d'argent, dont la surface était aussi craquelée que celle d'une coulée volcanique qui vient juste de se refroidir. Et sur cette langue, comme autant de bourres d'arbres qui auraient temporairement pris racine dessus, étaient posés un certain nombre de pompons orange. Mike jeta son dernier fragment dans cette gorge béante, et l'oiseau battit de nouveau en retraite, avec des cris de frustration, de colère et de douleur. Pendant un instant, Mike ne vit plus que ses serres, puis il y eut un bruit d'ailes, et il disparut. Un moment plus tard, il entendit le son cliquetant des serres sur la brique au-dessus de lui. Il leva le visage, un visage qui avait pris une couleur gris-brun sous la pluie de débris, de poussière, de boue et de lichen que lui avait jeté le système de ventilation de l'oiseau, et où les seuls endroits clairs étaient ceux qu'avaient nettoyés les larmes de l'enfant. L'oiseau faisait les 100 pas au-dessus de sa tête. Tac, 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 tac. Mike recula dans le conduit et recueillit d'autres fragments de briques qu'il empila aussi près de l'orifice qu'il osa. Si la chose revenait, il voulait pouvoir les lui lancer à bout portant. Dehors, il faisait toujours grand jour, on était en mai, et la nuit ne tombait que tard, mais l'oiseau déciderait peut-être d'attendre. Mike déglutit et eut l'impression de sentir les parois desséchées de sa gorge frotter l'une contre l'autre. Tac, 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 tac. Il avait une solide réserve de munitions maintenant. Dans la pénombre du conduit, un peu en deçà de l'endroit où le soleil découpait une tache échancrée de lumière, on aurait dit une pile faite de vaisselle brisée. Mike se frotta les mains contre les jambes de son pantalon et attendit de voir la tournure qu'allaient prendre les événements. Du temps s'écoula. 5 ou 20 minutes, il n'aurait su dire. Il n'avait conscience que d'une chose, l'oiseau faisait les 100 pas comme un insomniaque debout à 3 heures du matin. Puis il y eut de nouveau ce grand battement d'ailes. L'oiseau se posa devant l'ouverture de la cheminée. À genoux juste à côté de sa réserve de briques, Mike commença à expédier ses missiles avant même qu'il ait eu le temps de présenter sa tête. L'un d'eux l'atteignit à la patte. Un filet de sang se mit à couler, presque aussi noir que son œil. Mike poussa un cri de triomphe, un son menu qui se perdit dans le caquettement de rage trompettant de l'oiseau. « Va-t'en d'ici !» cria Mike. « Je vais continuer de t'en lancer tant que tu ne partiras pas, je le jure devant Dieu !» L'oiseau s'envola et vint reprendre sa garde sur le dessus de la cheminée. Mike attendit. Tac, 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 tac. Finalement, le bruit d'ailes se fit entendre encore une fois, et Mike se prépara à voir réapparaître les pattes de poule géante. Mais rien ne vint. Il attendit encore, convaincu qu'il devait s'agir d'un siège, jusqu'au moment où il se dit que ce n'était pas pour cette raison qu'il ne bougeait pas. Il avait peur de sortir. Il redoutait de quitter la sécurité relative de ce terrier. « Ne te laisse pas impressionner comme ça. Tu n'es pas un vulgaire lapin. » Il mit des morceaux de briques dans sa chemise et en prit autant qu'il le put dans ses mains. Il sortit du conduit, essayant de regarder partout à la fois,
regrettant follement de ne pas avoir des yeux derrière la tête. Il ne vit que le champ qui s'étendait devant lui, avec les débris éparpillés et rouillés de l'explosion qui avait détruit les aciéries Kitchener. Il fit demi-tour, persuadé de se trouver face à face avec l'oiseau perché sur le rebord de la cheminée, comme un vautour borgne maintenant, attendant que le garçon le voie une dernière fois, avant une attaque finale à coups de bec, où il le déchiquetterait et le dépioterait jusqu'aux os. Mais l'oiseau avait disparu, définitivement disparu. Les nerfs de Mike lâchèrent. Il poussa un hurlement déchirant de terreur et fonça vers l'antique palissade qui séparait le champ de la route, laissant tomber les fragments de briques qu'il tenait encore. Sa chemise sortit de son pantalon, et il perdit presque toutes ses autres munitions. Il bondit par-dessus la palissade en prenant appui d'une seule main, comme Roy Rogers dans un film de cow-boy, saisit sa bicyclette par le guidon et courut en la poussant pendant plus de 10 mètres avant de l'enfourcher. Puis il se mit à pédaler frénétiquement, sans oser jeter un coup d'œil en arrière, sans oser ralentir un seul instant, jusqu'à ce qu'il eût atteint le carrefour de Pasture Road et de Outer Main Street, où circulaient de nombreux véhicules. Quand il arriva à la maison, il trouva son père en train de changer l'attelage du tracteur. Will observa qu'il avait l'air de s'être roulé dans la poussière. Mike hésita pendant une fraction de seconde, puis dit qu'il était tombé de bicyclette sur le chemin de retour, en voulant éviter un nid de poule. « Tu ne t'es rien cassé, au moins ?» demanda Will en examinant son fils des pieds à la tête. « Non, monsieur. »« Pas d'entorse ?»« Non, non. »« Sûr et certain. » Mike acquiesça. « Et est-ce que tu as ramené un souvenir ?» Mike prit dans sa poche la petite roue dentée et la montra à son père, qui l'examina brièvement et détacha un minuscule débris de brique incrusté dans la main de son fils, juste au-dessous du pouce, qui parut l'intéresser davantage. « Ça vient de la vieille cheminée ?» demanda-t-il. Mike acquiesça. « Tu es entré à l'intérieur ?» Une fois de plus, Mike hocha la tête. « As-tu vu quelque chose de spécial ?» poursuivit Will, qui, pour transformer la question en plaisanterie, alors qu'il l'avait posée sérieusement, ajouta « Un trésor enfoui ?» Mike esquissa un sourire et secoua la tête. « Bon, ne va pas raconter à ta mère que tu es allé farfouiller là-dedans. Elle commencerait par me tomber dessus et ton tour ne tarderait pas à venir. » Il regarda son fils de plus près. « Tu es sûr que ça va, Mike ?»« Oui, mais quoi ?»« Mais je te trouve les traits un peu tirés. »« Je suppose que c'est la fatigue. N'oublie pas que ça fait dans les 13 ou 14 kilomètres aller-retour. Est-ce que tu veux que je t'aide avec le tracteur, papa ? » Non, je l'ai suffisamment démoli comme ça pour la semaine. Va plutôt te laver. Mike s'éloigna, mais il n'avait fait que quelques pas quand son père le rappela. Je t'interdis de retourner dans le coin, dit-il. Du moins tant que toutes ces histoires n'ont pas été éclaircies et qu'on n'a pas rattrapé le type qui... Enfin, tu n'as vu personne là-bas, n'est-ce pas? Personne ne t'a poursuivi ou ne t'a crié après. Non, je n'ai vu absolument personne, papa. Will alluma une cigarette. Je crois que j'ai eu tort de te dire d'y aller. Un coin abandonné comme celui-là, ça peut être dangereux. Leurs regards se croisèrent brièvement. Entendu, papa. De toute façon, je n'ai aucune envie d'y retourner. Ça faisait un peu peur. Will hocha la tête. Ouais, moins t'en diras, mieux ça vaudra. Et maintenant, va te laver. Et dis à ta mère de mettre 2 ou 3 saucisses de plus. Ce que fit Mike. T'occupe pas de ça maintenant, se dit Mike Hanlon en observant les 2 sillons qui allaient jusqu'au rebord de ciment du canal. T'occupe pas de ça. Il s'agissait peut-être d'un rêve, après tout. Et il y avait des taches de sang séchées sur le rebord de béton. Mike les regarda, puis baissa les yeux sur le canal. Les eaux noires s'écoulaient paisiblement. De l'écume jaune sale s'accrochait aux parois, dont elles se détachaient parfois pour partir en tourbillon paresseux dans le courant. Pendant un bref instant, 2 amas de cette écume se rapprochèrent et formèrent comme un visage de gosse, les yeux tournés vers le ciel et pleins d'une expression d'épouvante et d'angoisse. Mike en eut la respiration coupée, puis l'écume se dispersa, l'image s'effaça. Il eut alors un plouf bruyant sur sa droite. Mike tourna vivement la tête avec un geste instinctif de recul et crut deviner quelque chose parmi les ombres, à l'endroit où le canal sortait du tunnel après la traversée du centre-ville. Puis il n'y eut plus rien. Soudain pris d'un frisson de froid, il retira de sa poche le couteau qu'il avait trouvé dans l'herbe et le jeta dans le canal. Il y eut un autre plouf, petit cette fois, et une vaguelette dont le cercle fut bientôt déformé en pointe par le courant, puis plus rien. Plus rien, sinon la terreur qui se met brutalement à le suffoquer, et la certitude mortelle qu'il y avait quelque chose à proximité, quelque chose qui l'observait et qui évaluait ses chances, calculait le moment. Il fit demi-tour avec l'idée de revenir en marchant jusqu'à sa bicyclette. Courir aurait été donner à sa peur la dignité qu'il aurait lui-même se faisant perdu.
lorsque le plouf bruyant se reproduisit, bien plus fort cette fois-ci. Il se retrouva en train de sprinter aussi vite qu'il le pouvait vers le portail et sa bicyclette, dont il releva la béquille d'un coup de pied. Il se retrouva en selle, pédalant comme un forcené, l'odeur de Marie plus forte que jamais, beaucoup trop forte. Elle était partout, et l'eau qui dégouttait des branches d'arbres semblait faire beaucoup trop de bruit. Quelque chose venait. Il entendait une sorte de pas traînant et lourd dans l'herbe. Debout sur les pédales, il donnait tout ce qu'il pouvait et déboucha dans Main Street sans un regard en arrière. Il fonça jusqu'à la maison aussi vite qu'il put, se demandant pourquoi diable il avait eu l'idée saugrenue de venir ici, ce qui avait bien pu l'attirer. Puis il s'efforça de penser aux corvées qui l'attendaient, à toutes les corvées, rien qu'aux corvées, et au bout d'un moment finit par y réussir. Et quand il découvrit le titre du journal le lendemain matin, « Nouvelle disparition d'enfant, la peur revient », il pensa au couteau de poche qu'il avait jeté dans le canal, le couteau avec les initiales E.C. gravées sur le côté, et au sang qu'il avait vu sur l'herbe. Il pensa aussi aux 2 sillons parallèles qui venaient s'arrêter au bord du canal.